Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Gilles Ferréol. Les 20 et 21 mars 2014, dans l'amphithéâtre de l'UPFR Sport de l'Université de Franche-Comté, s'est tenu, à l'initiative du laboratoire C3S, un colloque pluridisciplinaire consacré aux sentiments et aux émotions. 25 communications, regroupées en 3 grandes parties, ont été retenues et retravaillées pour la publication des actes. Dans un premier temps, l'accent est mis sur des éléments de cadrage et de problématisation. Jacqueline Costa-Lascou, tout d'abord, nous rappelle que ces deux notions, longtemps l'apanage de la littérature, des arts plastiques ou de la musique, sont à géométrie variable. Qu'ils favorisent l'identification par empathie, ou qu'ils incitent au rejet par détestation, les liens affectifs, façonnés à des degrés divers par les traditions culturelles, constituent le sel de la vie. Ils contribuent par ailleurs, poursuit Jean-Yves Cauzé, à une meilleure perception via les phénomènes de reliance, des forces et des fragilités du vouloir vivre ensemble et des mobilisations collectives. La lecture du Traité des Passions, dernière grande œuvre de Descartes, enrichit la discussion et, comme le précise Bernard Jolibert, nous permet non seulement de mettre en exergue la source de nos principales faiblesses, mais aussi d'évaluer le pouvoir que nous sommes capables de prendre et d'appliquer à nous-mêmes, lorsque nous nous efforçons de contrôler tout ce qui est associé à des débordements ou des dérèglements. Privilégiant le point de vue de la psychanalyse, notamment d'inspiration jungienne, Francis Farrugia prolonge la réflexion en s'intéressant au syndrome narratif et au état de conscience infracognitif, en référence à de mythes fondateurs, à des textes sacrés et plus fondamentalement au processus de civilisation. Joël Degnaud, dans son exposé, préfère se focaliser sur des espaces de langage, en particulier polyphoniques, qui, à l'instar de la voix de l'ange, font de l'émoi ce passager clandestin de tous nos actes et de toutes nos visées idéales, rendant de la sorte caduque l'opposition durcie entre délibération et conviction, distance et implication. Catherine et Éric Monin, de leur côté, s'interrogent sur les ressorts de la communication comportementale et mettent en avant l'apport de la synergologie et des neurosciences dans la compréhension des postures ou des expressions faciales. Avec Noël Flageol, ce sont cette fois les esprits animaux qui sont à l'honneur. Songeons en économie aux paniques boursières et aux bulles spéculatives, aux risques systémiques et au célèbre épisode de la folie des tulipes au XVIIe siècle aux Pays-Bas. Les travaux des historiens de Théodore Zeldin à Alain Corbin, sans oublier Lucien Febvre ou Robert Mandrou, ont de même toute leur place, ainsi que le font observer Christophe Maillard dans son examen des communautés émotionnelles, et Gilles Ferréol dans sa réhabilitation des valeurs d'intimité, qui rythment notre quotidien. Après ces jalons, les investigations portent sur les dynamiques organisationnelles et les politiques de santé. Christine Gamba-Nazica, reprenant les enseignements de la sociologie simiélienne, questionne alors le pari de la confiance, préalable de toute situation d'engagement, et forme d'échange finalisé sans garantie de réciprocité. Stéphane Kalins, quant à lui, développe une approche de type généalogique et met en lumière les logiques de régulation reposant sur des stratégies de neutralisation, de compartimentation, de prescription ou de normalisation. La médiatisation des catastrophes, fait valoir Jean-Luc Roch, mérite également attention et engendre des réactions très contrastées, oscillant entre entraide et survie, sacrifice et colère. L'univers des EHPAD et la gestion des activités de soins ou des dispositifs de soutien qui s'y rattachent sont ensuite décryptés par Sébastien Aïssa et Anne Quinville, lesquels insistent sur l'implication relationnelle et les capacités de sollicitude des infirmières, l'amélioration de l'estime de soi pouvant être mise à mal par des injonctions paradoxales et par le burn-out. Patrick Legros, dans un autre registre, se propose d'évaluer l'efficacité et la pertinence des campagnes de sensibilisation relatives au handicap et à sa prise en charge. François Védélago se penche, de manière complémentaire, sur la production et la réception de messages d'information et de prévention ayant trait au cancer et à ses représentations, plusieurs modalités d'action pouvant être distinguées, qu'il s'agisse de la dramatisation ou de la transgression, de l'identification héroïque ou de la banalisation. Giovanna Vicarelli, dans son étude sur la solitude des mourants, rejoint ces préoccupations et plaide pour une médecine narrative, à la fois biographique et intersubjective. Tosu Achrimi, enfin, relate le vécu des soignants dans le contexte togolais,
les principes de partage et de solidarité se heurtant très souvent à la réalité hospitalière. Les 8 derniers chapitres se rapportent aux productions artistiques, aux chants sportifs et à la socialité. Antoine Bachkovski voit ainsi, dans les free parties et les soirées raves, une déréalisation du capitalisme de la séduction et du temps libre, le cérémoniel reculant au profit du divertissement et de la jouissance. Envisagé comme mode de revalorisation identitaire en rupture avec la norme, le graffiti hip-hop fait pour sa part l'objet de positions très tranchées et peut susciter, comme le montre bien Nicolas Mensch, attraction ou aversion. Plus généralement, ajoute Dominique Bernard Fèvre, tout jugement réfléchi sur l'art contemporain requiert l'adhésion à une démarche esthésique, faisant du sentir, lorsqu'il n'est plus inféodé au connaître et à l'agir, sa propre satisfaction. La promotion du handball féminin, par le biais de calendriers ou d'almanachs composés de photos portraits et de montages iconographiques, est révélatrice de ce que l'on pourrait appeler, à la suite de Sébastien Lafage-Cognier, Christian Vivier et Jean-François Lutscher, un tiraillement des sentiments, issus d'imaginaires qui s'affrontent, ceux des joueuses et ceux des coiffeurs-maquilleurs, des photographes ou des dirigeants de clubs. La mise en scène du football arte au Brésil traduit à sa façon la célébration d'un même rituel. La figure du sensible, évoquée par Michel Raspaud et si chère à Pierre Sanso, est dès lors à son paroxysme et s'enracine au plus profond de la culture ou de l'identité nationale. La science-fiction, dans le face-à-face homme-robot, apporte sa pierre à l'édifice. Brigitte Munier, citant David Le Breton, nous met ici en garde contre la fascination exercée par certains récits et certaines créatures. Une humanité hors corps est aussi une humanité sans sensorialité, amputée de la saveur du monde. La reconstitution historique est une autre forme de dépaysement, et va de pair, ainsi que le souligne Audrey Tuaillon-Demézy, avec un devoir de mémoire, intimement lié à un désir de transmission au sein de communautés ou de clans animés par une même passion ou un même ressenti. Quant au jeu de hasard, si l'excitation peut être à son comble, on ne peut pour autant, prévient Audrey Valin, occulter l'apostrophe angoisse du désordre et l'apostrophe oppressante incertitude de la mort. Au-delà de la diversité des thèmes abordés, toutes ces contributions font dialoguer les disciplines, invitent à la triangulation des données recueillies, des outils d'analyse et des grilles de lecture, sentiments et émotions permettant éprouver le monde dans la rencontre avec soi-même au prisme de l'altérité. Chapitre 1 – La culture des sentiments à l'épreuve des traditions. Jacqueline Costalascouix. Les émotions et les sentiments ont longtemps été l'apanage de la littérature, de la poésie et des romans, des arts plastiques et de la musique. Ils en constituent la matière essentielle, sensible et accessible à une compréhension intuitive. Ils favorisent l'identification par empathie, ou incitent au rejet par détestation. Les sentiments sont des états affectifs, parfois enfouis dans l'inconscient, qui surgissent à l'occasion d'une émotion faisant revivre une expérience passée. Mais ils naissent aussi de l'inattendu. En ce sens, le sentiment est une composante de l'émotion, déclenchée par elle, tout en impliquant des fonctions cognitives. Il est à l'origine d'une connaissance immédiate à partir d'une perception. Pluralité des définitions et des méthodes. La pluralité des définitions de l'émotion n'altère en rien le rôle central de celle-ci dans l'analyse des comportements, car elle est en rapport étroit et permanent avec nos décisions et nos actions. C'est en cela notamment qu'elle intéresse les sciences sociales. Les émotions agissent sur nos choix et nos actes au quotidien, elles en sont la force d'impulsion et leur donnent souvent un sens. Elles rendent aussi la communication plus efficace et jouent un rôle clé dans tout processus d'apprentissage. Mais au-delà de la réaction immédiate, elles agissent souvent sur la capacité de mémorisation, parce qu'elles marquent l'importance accordée à un événement, à une découverte, à une rencontre. Les traces du passé s'impriment avec des souvenirs émotionnels, à une place inégale selon les disciplines. Pour les philosophes, les émotions et les sentiments sont des thèmes privilégiés de réflexion sur les limites de la raison, en particulier celle du positivisme scientifique. Au XXe siècle, la philosophie politique y a vu un lien avec l'embrigadement totalitaire ou ce que Tchakotine nommait le viol des foules. Hannah Arendt, pour décrire la banalité du mal, s'est attachée à la personnalité d'Eichmann, l'un des plus grands criminels de l'histoire, qui se présentait comme un homme apparemment sans réaction affective.
Dans les sciences humaines, les psychologues se sont intéressés aux émotions pour analyser les troubles de l'affect, pour tenter de débusquer les relations avec les apprentissages dans le processus d'adaptation à l'environnement ou plus récemment, pour étudier les phénomènes de résilience. Cyrulnik, 2011. Aujourd'hui, les neurobiologistes envahissent le champ de la neuropsychologie en s'intéressant aux incidences de l'endocrinologie et de la physiologie du cerveau sur la production des émotions. La biologie des passions de Jean-Didier Vincent, 1999, a été l'une des sources de réflexion et de polémique sur la place du biologique. En histoire, des travaux essentiels ont introduit les passions dans l'étude des événements sociaux et politiques. Les passions françaises de Théodore Zeldin, 1978, ont été largement popularisées. Toutefois, dans la lignée des Michelet, citons l'apport d'une histoire vibrante d'évocation, parfois jugées atypiques au regard de la science historique. Les travaux de Philippe Ariès sur l'apparition du sentiment de l'enfance dans l'Ancien Régime, sur l'homme et la mort, et plus généralement, l'histoire de la vie privée qu'il a dirigée avec Georges Duby pénètrent dans les recoins de la vie quotidienne. L'histoire des mentalités a exploré les ressorts les plus secrets des émotions, bien au-delà de la description des événements collectifs, guerriers ou politiques. Récemment, les écrits d'Arlette Farge sur la souffrance, la déchirure. Souffrance et déliaison sociale au XVIIIe siècle, 2013, et ceux de Michel Perrault sur la condition des femmes au travail, 2012, ou dans la chambre à coucher, 2009, ont renouvelé la connaissance des faits sociaux en travaillant sur les sources de la vie privée, les journaux intimes et les correspondances. La sociologie a longtemps été réticente à adopter les sentiments et les émotions comme objet d'étude, peut-être parce que ces notions floues et polysémiques sont peu propices aux enquêtes quantitatives. La sociologie américaine, cependant, a développé ce champ de recherche depuis les années 1970. Mais avant elle, on en trouve des exemples dans les écrits de Gabriel Tarde sur les lois de l'imitation, 1890, et sur l'opinion et la foule, 1901, réédité en 1989, ou d'Émile Durkheim, notamment dans ses analyses du suicide, 1897, et des formes élémentaires de la vie religieuse, 1912. B. Une histoire à éclipse. L'entrée tardive des sentiments et des émotions dans les sciences humaines ne signifie pas qu'il n'ait pas, depuis longtemps, été intégré à des phénomènes sociaux ni que de grands noms de l'anthropologie et de la sociologie aient négligé la charge affective et symbolique de ces éléments déclencheurs qui mettent en mouvement et motivent des actes ou des conduites. De Jean-Jacques Rousseau à Tocqueville, de Max Weber à Georg Simmel ou à Norbert Elias, la trame primaire des émotions apparaît souvent sous les discours théoriques ordonnant les faits sociaux. Charles Darwin n'avait-il pas donné aux émotions un rôle capital dans la sélection naturelle ? Mais retenons particulièrement l'ouvrage de Max Weber La domination, qui vient d'être réédité en français, 2013. Le chapitre sur la domination charismatique est une remarquable leçon de socio-anthropologie. Bien différents sont les travaux de Pierre Bourdieu sur la culture, que ce soit les pratiques culturelles et leur rapport à l'espace social, la littérature, l'art ou l'éducation, qui ont donné lieu à de vives discussions. À l'occasion de son cours au Collège de France sur Manet, Bourdieu a cherché à s'écarter des synthèses abstraites et de l'analyse technique de l'art, pour étudier la révolution symbolique opérée par un peintre créateur de chants, mais la distance critique y éteint parfois l'émotion artistique. Il faut avouer que l'étude des émotions est caractérisée par une grande diversité d'approches, et par de nombreuses querelles d'école. Souvent opposées à la raison et à la rationalité, les sentiments, ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit consciemment, et les émotions, ce qui touche, bouleverse et parfois motive ou nous submerge, semblent se soustraire à une approche scientifique rigoureuse. Si pour certains, les émotions restent malgré tout subordonnées à la raison ou suscitent et orientent les processus cognitifs, d'autres y voient essentiellement une source de perturbation et de désorganisation. Enfin, il y a ceux qui analysent émotions et sentiments comme étant des moteurs du jugement et de l'agir, mobilisant les énergies vitales, sans toutefois montrer clairement l'enchaînement des causalités. Relire, à l'aune des recherches sur les émotions, l'histoire de la sociologie telle que la retrace Gilles Ferréol et Jean-Pierre Norek, Ferréol et Norek, 2010, donne à saisir les enjeux théoriques et méthodologiques des différentes écoles de pensée. C'est moins les thèmes qui importent que la façon de les aborder.
Les controverses portent essentiellement sur l'origine et la nature des émotions. Il y a les écrits qui en font une sorte de structure de base, universelle, que l'on retrouverait dans toutes les cultures. D'autres, comme Durkheim, insistent sur un phénomène qui puise son origine dans la société, déterminé par le groupe plus que par une manifestation naturelle et innée de l'individu. On peut donner comme exemple les signes émotionnels du deuil, qui empruntent beaucoup à des codes sociaux. Là où l'anthropologie a trouvé matière à observer, à interpréter et à débattre, la sociologie s'est parfois perdue dans des prises de position qui cherchent à déterminer des relations de cause à effet. En vérité, les émotions et les sentiments tissent un réseau complexe d'interactions avec les réalités sociales, les institutions, les rituels. 2. Le flot des émotions et la déchirure du lien social. Aujourd'hui, les sociologues ne cherchent plus guère à trancher sur l'origine des phénomènes affectifs, laissant cela aux psychologues et aux neurobiologistes, mais à montrer la manière dont des processus physiologiques et ou psychologiques agissent sur les représentations, s'actualisent dans des comportements, sous-tendent des systèmes de relations, freinent, font obstacle, ou favorisent des évolutions de la société. Dans des sociétés en mutation, marquées par une diversification des modèles de comportement et par le délitement du lien social, jusqu'à engendrer des formes d'anomie, les situations paradoxales se multiplient. Troubles et peurs succèdent rapidement à des moments de consensus et d'adhésion aux valeurs collectives. L'état de grâce, des nouveaux élus par exemple, ne dure guère plus que quelques mois dans tous les systèmes politiques démocratiques actuels. Même dans des domaines qui sembleraient impliquer un engagement durable, les désaveux se multiplient, et les effets de mode rendent obsolètes les engouements de la veille. Les disciplines des sciences sociales ne peuvent plus esquiver le désordre des émotions et des sentiments, individuels ou collectifs, qui se transmettent dans les modes de vie autant que dans les positions partisanes. Prenons l'exemple de la société française. Les commentateurs ne cessent de décrire une société frileuse, atone, abstentionniste et peu soucieuse de l'intérêt général, murée dans une défiance persistante, prompte pourtant à faire éclater ses rébellions et ses indignations. Les conflits surgissent, là même où le législateur croyait proposer des réformes consensuelles. Les récentes manifestations contre le mariage pour tous, en 2013 à 2014, ont montré que l'enjeu n'était pas seulement une question d'opinion raisonnée sur les évolutions du droit, mais un sentiment d'indignation, la perception d'une atteinte profonde à ce qui est ressenti comme heurtant une conception fondamentale de la famille ou la dignité des personnes. C'est un flot de symboles et d'affects portés par des traditions transmises depuis des millénaires, se réclamant d'une légitimité religieuse ou du droit naturel, qui en peu de temps a rassemblé des foules de manifestants. La loi votée par le Parlement a été entendue comme bafouant des sentiments ancrés au plus profond de l'intimité et subvertissant des croyances anciennes. Les politiques n'ont pas compris à quel point il était important de rassurer les citoyens et d'expliquer rationnellement ce que proposait la réforme. Ils n'ont pas cherché à favoriser une distanciation, ni à montrer la signification de ce qui ouvrait des choix personnels par l'égalité des droits. Ils ont négligé des réactions émotionnelles susceptibles de galvaniser une série de mécontentements. Or, peu après, la question du mariage pour tous, les manifestations sur la soi-disant théorie du genre, que l'Éducation nationale aurait envisagé d'imposer dès la maternelle avec le programme de l'ABCD de l'égalité, ont surgi dans des lieux les plus divers. Le désarroi des familles a donné lieu à des expressions phobiques de retrait des enfants de l'école, et à des rumeurs extravagantes. On apprendrait aux petits garçons à s'habiller en filles, on les inciterait à des pratiques homosexuelles, on distribuerait des peluches en forme d'objets sexuels. Edgar Morin avait décrit dans À la rumeur d'Orléans, Morin, 1969, ce phénomène qui, de proche en proche, enfle de façon irrépressible. Depuis, les médias et les réseaux sociaux ont décuplé la capacité de diffusion de nouvelles susceptibles de déclencher de fortes émotions. Que l'on songe à la révolte des bonnets rouges, qui n'était pas loin de ressembler à une vague pulsionnelle d'indignation, jusqu'à la violence et au vandalisme, qui a fait se lever dans toute la Bretagne des foules en colère. Les politiques furent critiqués, mais aussi les médias, les uns pour avoir ignoré, les autres pour avoir joué sur l'irrationnel en négligeant les explications. Les démocraties occidentales ne sont pas seulement désenchantées, elles se laissent aller à la dérive des émotions et des sentiments,
là où les experts ont cru analyser tous les éléments du débat. Et les observateurs sont parfois débordés par l'imprévu. Lorsque les discours ne sont plus audibles, ce sont les mises en scène people de la vie intime des dirigeants qui créent l'événement, ce sont les duels télévisés qui font grimper l'audimat, le classique débat d'idées qui devient un pugilat sans règles. Dans ces périodes de trouble, l'analyste doit prendre en compte les émotions primaires, c'est-à-dire des réponses que certains qualifieraient de viscérales, qu'elles soient faites d'agressivité, de peur, de colère ou d'enthousiasme et de liesse collective, fort éloignées de l'ensemble ordonné de gestes et de rituels appris et transmis pour donner sens aux relations sociales. Ces émotions primaires se situent hors des règles qui sont communément admises, ou de la politesse que les philosophes des Lumières vantaient comme une civilité, Reynaud 2013. Les traditions se sont construites dans la durée, à partir d'une culture des sentiments, dont les expressions sont canalisées en vertu d'un système d'explication et de modèles sociaux, d'une expérience au monde filtrée par des règles. En période de mutation, d'inégalité et de frustration, le rationnel cède devant l'émotionnel. Et la politique et les médias donnent la première place au jeu des apparences et des images qui vont intriguer ou déstabiliser, toucher le public. 3. La mise à distance des émotions par la culture. On pourrait définir la culture comme une mise à distance des émotions primaires, leur mise au cordeau, pour mieux les maîtriser, voire les dominer. À l'inverse, les traditions peuvent rigidifier les mentalités et les comportements en engendrant à leur tour des réactions irrationnelles de révolte. L'étude des émotions ne saurait donc ignorer les modes de socialisation à travers lesquels des individus apprennent à ressentir, exprimer, reconnaître les différentes émotions identifiées par leur groupe d'appartenance sous forme de rituels, de rapports de pouvoir, de codes et de statuts, autrement dit tous les moyens par lesquels des groupes entretiennent une culture des sentiments à l'intérieur d'un univers de signifiants. Nous retrouvons ici la définition adoptée par l'UNESCO. La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, émotionnels, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Déclaration sur les politiques culturelles, Mexico, 26 juillet au 6 août 1982. Si les émotions primaires ont une base universelle, la culture des sentiments dépend de la société où elle se développe avec ses valeurs, sa symbolique, sa mythologie, son organisation sociale, économique, politique, juridique. Or, une question trop rarement étudiée se pose ici. L'effacement des limites imposées aux émotions et aux sentiments par les traditions culturelles, à un moment où les démocraties ne cessent d'ouvrir les possibilités d'expression aux libertés fondamentales de l'individu et aux marges de la société. Le déchaînement des passions, des émotions, des réactions à chaud sur Internet et sur les réseaux sociaux en est un exemple, avec un effet démultiplicateur à l'échelle de la globalisation. À des lycéens sous l'emprise des traditions. À l'opposé du débridement des standards de comportement, certains adolescents cherchent à revenir à des schémas traditionnels qu'ils pensent être une composante de leur identité culturelle. Prenons l'exemple de l'expérience Jeunes pour l'égalité, menée depuis 3 ans dans le cadre d'un programme portant sur 23 lycées des quartiers sensibles de la région Île-de-France. L'intention était d'organiser des débats argumentés sur égalité formelle, égalité réelle, égalité des chances, sur la place des adolescents dans la famille et la société, à partir d'une réflexion sur l'égalité homme-femme, fille-garçon, et le rapport aux traditions, notamment religieuses. C'était sans compter avec l'expression d'angoisse et de blocage culturel, qui ont obligé à changer radicalement de pédagogie. Au lieu d'aborder tout de suite les idées, il fallait partir des émotions, du vécu, du sentiment d'humiliation, Costa Lascaux 2010, sous peine que toute information scientifique ou factuelle et toute argumentation reste inaudible ou ne soit rejetée. De toute façon, ce qu'on apprend à l'école ou au lycée, ça n'imprime pas. Ça ne nous intéresse pas, on n'a jamais la parole. Alors pour une fois, que l'on peut dire ce que l'on ressent. Il fallait sortir du cadre scolaire convenu, pour que les langues se délient, pour que les adolescents se lâchent en laissant s'exprimer toute la gamme de leurs émotions. Essayer de reconstruire un processus de rationalisation avec des lycéens qui, depuis plus de 10 ans, sont sur les bancs de l'école pour apprendre à raisonner, peut sembler étrange. En vérité, leurs émotions,
Leurs réactions impulsives occultent dans un premier temps le dialogue. Ils n'arrivent pas à s'écouter, ils se coupent la parole en essayant de couvrir la voix de leurs voisins, remarquent les professeurs. Ainsi, les représentations des relations hommes-femmes sont à la fois prégnantes. Les élèves ne parlent que du qui sort avec qui, de la sexualité avant le mariage, de la virginité, de l'homosexualité, en recourant à des jugements stéréotypés, dépendant de leur tradition familiale et de leur religion. Dans le même temps, ces jeunes revendiquent les libertés acquises et les expressions d'une société du spectacle. Le décalage entre ce qu'ils vivent et ce qu'ils proclament est abyssal. Les pétitions de principe en faveur de l'égalité et de la mixité par exemple, sont quasi unanimes mais de fait, les élèves se regroupent par genre dans toutes leurs activités. Cela traduit une peur de l'altérité qui contredit ce qu'ils professent haut et fort. Les émotions à fleur de peau naissent de cette contradiction entre le dire et le faire, entre l'empreinte de tradition, de croyances et d'habitudes de leur milieu familial et les mœurs majoritaires de la société dans laquelle ils vivent. L'écart entre les paroles et les actes, à la manière dont l'auteur d'une agression caractérisée croit s'exonérer en déclarant « le coup est parti », n'est ni conscient ni même parfois perçu. Certes, cela n'est pas nouveau. Ce qu'il est davantage, du moins au regard des évolutions de ces dernières décennies, c'est le jeu de masques derrière lequel les identités culturelles et les prescriptions religieuses semblent ressurgir pour occulter les contradictions. La distinction entre dépendance et dominance qu'opère si magistralement Albert Memmi, 1979, est ici particulièrement pertinente. Le dépendant consent plus ou moins à son aliénation, le dominé non. La raison en est claire, le dépendant trouve profit à l'être, le dominé non. L'embrigadement de la pensée fait alors office de rationalité. Les traditions, ou ce que l'on croit qu'elles sont sur fond d'ignorance et d'inculture, forment un écran protecteur et confèrent un cadre formel aux émotions et aux sentiments. B. L'émancipation, un difficile choix de liberté. Pourtant, après que les émotions aient pu s'exprimer, il devient possible de percer l'écran protecteur et d'accéder à un véritable dialogue, de construire un débat qui permet à chacun d'envisager différents points de vue, d'expliquer et de développer sa perception et sa vision des évolutions de la société. On en vient même à parler de la carte du tendre ou du jeu de l'amour et du hasard, pour retrouver une culture des sentiments dans laquelle les conventions sociales n'oblitèrent pas la singularité de l'individu, où l'immédiateté de l'émotionnel ne l'emporte pas sur la construction de soi et de la relation à l'autre. La culture des sentiments est alors prête à accepter la confrontation avec d'autres façons de voir, de vivre et de comprendre, de sentir. Elle renvoie à la découverte et à la reconnaissance de l'altérité, comme élément modérateur ou amplificateur d'une expression des affects. Les émotions individuelles se chargent d'une force décuplée, lorsqu'elles se conjuguent avec des émotions collectives dans un meeting, un stade, une salle de concert, ou lorsqu'elles se projettent sur un écran. Elles se modèlent selon qu'elles prennent appui ou se heurtent à des traditions qui les encadrent, pour les domestiquer ou les magnifier. Les traditions confèrent des significations collectives qui ont subi l'épreuve du temps long, d'une légitimité plus ou moins transcendante et d'expériences transmises de génération en génération. Prenons l'exemple du mariage, avec l'ensemble de la palette des émotions et sentiments qu'il suscite en tant que cérémonie et rituel, mais aussi en tant que moment d'angoisse des époux et de leurs proches face à un avenir aléatoire. Cela peut être le plus beau jour de la vie, selon la formule consacrée, une fête familiale, mais aussi un rituel imposé porteur d'incertitude. La façon dont les jeunes lycéennes de milieux traditionnels racontent leurs émotions, et surtout leurs inquiétudes vis-à-vis des obligations auxquelles elles seront astreintes, est significative de ce choc émotionnel engendré par le décalage croissant entre certains rituels et les normes de la postmodernité. D'un côté, l'attente du statut d'épouse qui marquera toute une vie, c'est du moins ce dont elles disent rêver, mais aussi l'obligation de prouver la virginité sans laquelle leur honneur sera à jamais flétri, l'obéissance aux conditions imposées par les familles et parfois la rencontre d'un inconnu choisi par les parents, parce que ce sont eux qui connaissent le mieux leur enfant. De l'autre, le théâtre festif, avec force bruit, démonstrations et dépenses coûteuses très éloignées d'une expérience spirituelle, qui se produit en contrepoint d'une société où triomphe l'idéal du choix individuel. La tradition entretient une flamme qui ne s'éteindra jamais, déclarait avec emphase un lycéen de 18 ans. Malheureusement,
les démentis arrivent rapidement. Les statistiques sont là. Le nombre de violences conjugales, de séparations, de mères seules avec les enfants reste dans les quartiers sensibles, particulièrement élevé. Que d'épreuves, parfois, pour un moment de forte intensité émotionnelle. Des longs métrages comme le film israélien Kadosh ou le film algérien La source des femmes expriment remarquablement cet investissement affectif d'un moment d'une grande puissance en termes de ressenti, suivi d'une réalité quotidienne routinière et décevante. 4. L'ambivalence des traditions. Les traditions culturelles peuvent contribuer à faire naître ou à alimenter des émotions fortes, parce qu'elles donnent une épaisseur, un sens à des actes, parce qu'elles ponctuent la vie d'événements qui vous font exister et reconnaître, vous confèrent une aura et un statut, émotions individuelles que le partage avec d'autres générations fortifie. À l'inverse, les traditions peuvent brimer, étouffer les émotions, empêcher que celles-ci s'épanouissent ou même s'expriment. Elles peuvent transformer les sentiments amoureux en haine ou en ressentiment. Souvenons-nous du film de Michael Haneke Le Ruban blanc, 2009, révélant les cruautés de l'éducation prussienne à la veille de la Première Guerre mondiale. Revenons aux jeunes lycéennes d'une classe de seconde, à Nanterre, dont 6 centraient leur vie future sur le mariage, toutes habillées d'une robe noire les couvrant jusqu'au sol. Le dialogue avec l'intervenante fut significatif. Cela ne doit pas être très commode, ces robes longues par temps de pluie dans un lycée en travaux. C'est vrai, elles sont pleines de boue et on ne peut pas les laver souvent parce qu'il faut du temps pour qu'elles sèchent. Et pour le sport ? On n'en fait pas rire ? On a des certificats médicaux. Un garçon intervient. Il a 2 médecins qui font des certificats de dispense, mais ils exagèrent, ils font payer la consultation le double. En fait, si on s'habille comme ça, c'est pour la pudeur, reprend une jeune fille, c'est pour ça que l'on cache notre corps. C'est aussi pour gagner des points, pour aller au paradis. Et vous perdez parfois des points ? Oui, lorsque l'on se promène avec un garçon, mais on ne sort pas, sous-entendu on n'a pas de relation sexuelle, et c'est pour ça qu'on met nos robes pour rattraper des points. L'intervenante tente d'apporter quelques réflexions critiques avec des données historiques sur Saint Paul, Tertullien et la Réforme. Vous avez déjà entendu parler des indulgences, des protestants ? Non, c'est quoi ça les protestants ? Les jeunes filles étaient loin d'une expérience spirituelle, inféodées qu'elles étaient à la comptabilité transmise par Internet et les réseaux sociaux. Quant aux jeunes gens, l'emprise était tout aussi visible. Reculant pour ne pas serrer la main de leur professeur femme, ils n'hésitaient pas à proclamer que dans leur religion, les femmes sont impures et que ce serait un acte de fornication. Où ont-ils appris cela ? Sur des sites qu'ils consultent régulièrement à partir de leur mobile. À l'exception des établissements prestigieux de centre-ville, l'école de la République aurait-elle renoncé à transmettre la culture des sentiments à travers l'étude des humanités ? De fait, elle semble subir les pratiques de ses élèves, décalquées des écrans, ainsi que leurs croyances naïves dans les injonctions trouvées sur Internet. La connaissance et le plaisir des textes, des œuvres d'art, s'adresse à un nombre d'élèves qui se restreint à ceux qui éprouvent encore des émotions et des sentiments à explorer la diversité des visions du monde, des idées et des expériences. Pourtant, les élèves qui semblaient emprisonnés dans leurs fausses certitudes et leurs identités culturelles closes acceptent, dès que l'on s'adresse à eux en tant que personne, de partir à la découverte d'autres façons de vibrer au monde et d'éprouver des sentiments. Des troubadours à Scheherazade, de la flûte enchantée à l'éducation sentimentale, d'un film de Chaplin à celui de Ozu, la culture des sentiments ouvre un chemin vers des émotions à la fois partagées et uniques, subtiles et fortes, universelles et singulières. L'expérience 10 mois d'école et d'opéra démontre, depuis plus de 20 ans, que cela est possible avec des jeunes apparemment éloignés de la culture élitiste. Comment réapprendre à se cultiver comme une aventure dans laquelle les émotions et les sentiments sont autant d'occasions de réflexion sur la relation à soi et aux autres ? En favorisant ce type d'expression, la quête de sens et d'identité apparaît comme une démarche fondamentale à ceux qui ont trop peu souvent la parole. Émotions et sentiments sont ce qui fait le sel de la vie, ce que Françoise Héritier, 2012, décrit comme une sorte de souffle qui permet d'éprouver le monde dans la rencontre avec soi-même au prisme des autres. Références bibliographiques. Ariès Philippe, 1960, L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, Paris, Plon. Ariès Philippe, 1977, L'homme devant la mort, Paris, Seuil.
Ariès Philippe et Duby Georges, sous la dire de 1985 à 1987, Histoire de la vie privée, 5 tomes, Paris Seuil. Arendt Anna, 1966, Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal, Trad FR, Paris Gallimard, première édition en allemand 1963. Bourdieu Pierre 2013, Manet Une révolution symbolique, cours au Collège de France 1998 à 2000, Paris Seuil. Charmillo Marivonne et al. 2008, Émotions et sentiments, une construction sociale. Approche théorique et rapport au terrain, Paris L'Harmattan. COSTALASCOUX Jacqueline, 2010, L'humiliation. Les jeunes dans la crise politique, Paris, édition de l'Atelier. COSTALASCOUX Jacqueline, 2011, Vers une éthique et une esthétique de vie, In Lumière. 10 mois d'école et d'opéra, Paris Opéra National, page 24. Cyrulnik Boris, 2012, Résilience, Paris Odile Jacob. Durkheim Émile, 1897, Le suicide, Paris PUF. Durkheim Émile, 1912, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris PUF. Elias Norbert, 1973, La civilisation des mœurs, Trad FR, Paris Kalman Levy, première édition en allemand 1939. Elias Norbert, 1987, La société des individus, Trad FR, Paris Fayard, première édition en anglais 1983. Héritier Françoise 2012, Le sel de la vie, Paris Odile Jacob. Farge Arlette 2013, La déchirure. Souffrance et déliaison sociale, Paris Bayard. Ferréol Gilles et NORECK Jean-Pierre 2010, Introduction à la sociologie, Paris, Armand Collin, première édition 1989. Mémy Albert 1979, La dépendance. Esquisse pour un portrait du dépendant, Paris Gallimard. Morin Edgar 1969, La rumeur d'Orléans, Paris Seuil. Perrault Michel 2009, Histoire de chambre, Paris Seuil. Perrault Michel 2012, Mélancolie ouvrière, Paris Grasset. Reynaud Philippe 2013, La politesse des Lumières, Les lois, les manières, les mœurs, Paris Gallimard. Simmel Georg 1981, Sociologie et épistémologie, Trad FR, Paris PUF, première édition en allemand 1908. Tarde Gabriel de 1989, L'opinion et la foule, Paris PUF, première édition 1901. Tarde Gabriel de 1993, Les lois de l'imitation, Paris, Quimet, première édition 1890. Vincent Jean Didier, 1999, La biologie des passions, Paris Odile Jacob. Weber Max 2013, La domination, Trad FR, Paris La découverte, première édition en allemand 1914. ZELDIN Théodore, 1981, Histoire des passions françaises, Trad FR, Paris édition Recherche, première édition en anglais 1978. Chapitre 2, La force des émotions dans la reliance. Jean-Yves Causé. Les analyses sur émotions et les sentiments ont accompagné les premiers pas de la sociologie en contribuant à une compréhension plus approfondie du lien social et de la manière dont celui-ci se fait ou se défait. Cette problématique du vivre ensemble suggère de réfléchir à la façon dont les individus contribuent à cette élaboration. Ma démarche vise dès lors à saisir comment des situations ou contextes de déliance peuvent favoriser l'émergence de processus de reliance et ce que ces derniers doivent à la force des émotions. Elle me procure ainsi l'occasion, d'une part, de revenir sur l'histoire de la sociologie des émotions et d'autre part, de me pencher sur des processus émergents de reliance qui se diffusent notamment dans des équipes de travail, lorsque celles-ci sont confrontées à la souffrance de leurs membres ou à celle de leur public. Il importe dès lors de définir l'émotion en la distinguant du sentiment. Selon mes analyses, l'émotion est la manifestation plus ou moins visible d'une expérience dont la particularité est de n'être ni parfaitement prévisible, ni complètement maîtrisée, ni forcément recherchée ou voulue. S'il est possible d'en répertorier les principales comme la peur, la colère, la tristesse, le plaisir ou encore la joie, il importe de relever que leur acception est loin de faire consensus. M'inspirant de la réflexion du psychologue Daniel Goleman, je suggère que les émotions s'expriment à travers la manifestation ou l'expérimentation de pulsions, de sensations qui elles-mêmes trouvent le plus souvent leur origine dans le sentiment Goleman 2010. Le fait de ressentir, par exemple,
de la colère est susceptible de trouver sa source dans des sentiments plus fréquemment éprouvés, d'insatisfaction, d'injustice ou encore d'indignation. Charles-Henri Cuin observe à cet égard que nous éprouvons des sentiments en permanence, alors que l'émotion est une expérience ponctuelle et heureusement pour certaines et malheureusement pour d'autres, plus rare. Cuin 2001 page 80. Si les notions de reliance et de déliance, quant à elles, expriment de façon dialectique toute l'ambivalence et la dynamique du lien social, Legrand 1996, elles en soulignent également les forces et fragilités. Il est à ce sujet intéressant d'observer que l'approche en termes de reliance a été conçue par Roger Claus pour rendre compte de ce qui se joue dans la médiatisation de l'expérience du deuil, Boldebal, 1996. Elle est en fait ce qui fait advenir d'un lien se présentant comme expression tangible du vouloir vivre ensemble. Javot 2007 page 207. Au plus simple, Michel Maffezoli l'a définit d'après son étymologie comme ce qui établit des liens religaires et suscite de ce fait la confiance, reliant, Maffezoli 2012 page 9, et le sociologue précise dans un autre texte que l'accent sur la proxémie, environnement, territoire quotidien suppose que l'important ce sont les proches, ceux de la tribu, ceux avec qui l'on partage tel ou tel goût. Il y a du familialisme dans l'imaginaire social, famille élargie, affinités électives, nécessité de l'entre-soi. En bref, reliance, on est relié à l'autre de la tribu, à l'autre de la nature, cause et effet d'une confiance de base dont on recommence à mesurer les conséquences. Ibidem page 287. Se caractérisant comme une pulsion fondatrice de lien ou encore la quête d'un idéal à partager, la reliance émotionnelle participerait à de très nombreux rassemblements. Dans chacun des cas, ce qui est la force vive de l'ensemble donné est bien l'utopie, l'imaginaire qui l'a constitué. Maffezoli 1996 page 104. Ces analyses ont pour objet et pour effet de réhabiliter l'instant et le lieu. La reliance peut aussi être rapportée à la notion de besoin. Monique Hirschhorn voit un intérêt heuristique à la concevoir comme un besoin socialement construit, lié à une histoire particulière, celle de l'émergence de l'individualisme dans les sociétés occidentales. Hirschhorn 1996 page 117. Située au carrefour de la sociologie et de la psychosociologie, elle permettrait alors, selon elle, de développer une réelle interdisciplinarité. Cette conception n'est pas éloignée des tenants d'une sociologie de l'action centrée sur la compréhension et l'explication de pratiques, car il devient possible de penser la reliance en termes de capacité ou encore de processus dynamiques. Vincent de Goljac y voit ainsi la possibilité de rendre compte de l'émergence du sujet découlant d'un travail sur soi. Comme échange de solitude acceptée, la reliance réhabilite le sujet, non pas dans la toute-puissance de l'illusion libérale, mais dans la contingence, dans le travail qu'il doit effectuer sur lui-même pour construire ses relations aux autres tout en affirmant sa liberté et ses singularités. De Goljac 1996 page 135. La capacité à être acteur ne nécessite-t-elle pas cette métamorphose ? N'est-elle pas liée à la possibilité d'effectuer un retour réflexif sur une expérience de vie, ne se résumant pas par du simple vécu événementiel ? Il revient à Alain Touraine de donner une acception claire du concept de sujet, même si cette expérimentation ne saurait être absolue ou définitive. J'appelle sujet la construction de l'individu ou du groupe, comme acteur, par l'association de sa liberté affirmée et de son expérience vécue, assumée et accent aigu interprété. Le sujet est l'effort de transformation d'une situation vécue en action libre. Il introduit de la liberté dans ce qui apparaît d'abord comme des déterminants sociaux et un héritage culturel. Touraine 1994 pp 23-24. Si devenir sujet et le rester n'a rien d'automatique, Viviorca, 2008, il semble en fait impossible de l'être totalement, Dubay 2009. Or, s'interroger sur cette capacité à se produire comme sujet ne peut faire l'impasse de ce qui la mobilise ou la motive. Edgar Morin observe d'ailleurs que si pouvons parler de reliance, c'est qu'au départ, il y a déjà un lien potentiel préétabli ou potentiellement préétabli, c'est-à-dire l'aptitude à communiquer et à se comprendre, ce qui incidemment nous renvoie à la théorie du sujet, Morin 1996 page 323. Faut-il alors accorder à la reliance le statut de concept, ou de façon plus ambitieuse encore, l'envisager comme un nouveau fait social s'inscrivant notamment dans l'évolution récente des rapports professionnels,
comme nous y invite Renaud Saint-Saulieu, 1996. En effet, en se penchant dans les années 1990 sur l'émergence de nouvelles identités en travail, Saint-Saulieu a été amené à saisir des processus d'identification faisant écho à cette notion de double transaction chère à Claude Dubar, 2009. Ma démarche consistera donc à démontrer ce que la reliance doit à la force des émotions, dans la mesure où la centralité donnée à l'événement et au lieu, situation ou contexte, nous invite à revenir au fondement d'une tradition sociologique. 1. Le statut et la place des émotions dans la sociologie. À quelques aspects d'un savoir cumulatif portant sur les émotions. Il revient à Norbert Elias d'avoir caractérisé, dans ses travaux, le rapport à l'émotionnel comme un possible marqueur sociétal de l'évolution historique du processus de civilisation. Une émotion est d'ailleurs à l'origine de sa volonté de le saisir, l'émoi ressenti face à la barbarie nazie l'incitant à démontrer que l'on ne pouvait déconstruire que ce qui avait été construit. Ces travaux s'attacheront dès lors à souligner le rôle joué historiquement par la société de cours dans ce qu'elle a pu innover en termes de comportement et de code. Elias, 1985. Les émotions et les sentiments seront produits par le procès même de civilisation. Elias rappelle à cet égard qu'il existe une forme spécifique d'angoisse qui découle du processus même de civilisation. Ce sont les angoisses intérieures, à demi inconscientes, qui naissent de la peur de la rupture des barrières que la société impose à l'homme civilisé. Elias, 1973, page 245. Ou encore Q', aucune société ne peut exister sans une canalisation des pulsions et émotions individuelles, sans une régulation précise des comportements de chacun. Cette régulation est inconcevable sans contrainte, et toute contrainte se traduit au niveau de la personne qui la subit sans crainte. Elias, 1975, page 319. Ce sociologue aurait ainsi, pour Cléopâtre Montandon, écrit l'histoire d'une socialisation émotionnelle. Ce processus a commencé en Europe vers la fin du Moyen Âge, à l'époque où la courtoisie, code émotionnel relativement simple, exerçant un contrôle faible sur les comportements, était le signe distinctif de la société féodale. Il s'est poursuivi à la Renaissance, période marquée par la formation d'États, où commence à émerger la civilité, une régulation plus importante de l'affectivité, une sensibilité plus prononcée envers autrui, et un code de savoir-vivre plus subtil. Puis vers le XVIIIe siècle selon Elias, s'établit la civilisation, Montandon 1992 page 111. Cette dynamique de l'Occident aboutira à une transformation du codage et de l'expression des émotions, puisque les individus sont de plus en plus amenés à intérioriser des contraintes qui leur étaient auparavant extérieures. L'intérêt heuristique de l'œuvre réside dans le fait de placer, au centre de l'analyse, des configurations relationnelles pouvant être de simples interactions ou un rapport social. Elias emploie à cet égard la métaphore d'un filet toujours changeant dans l'espace et le temps, Elias, 1991. Il utilise également cette notion de double lien pour désigner la possibilité d'être dans l'autocontrôle et d'intervenir dans le contrôle d'un processus, échappant préalablement à l'action humaine. Son approche des relations internationales est caractéristique de sa façon de conjuguer l'émotionnel au rationnel en s'appuyant sur cette théorisation du double lien. Un combat de boxe est surveillé par un arbitre qui veille au respect des règles. Actuellement, il n'existe sur Terre aucune puissance capable de surveiller avec une semblable efficacité les combats entre des États puissants et de contraindre les deux parties au respect de certaines règles. Ils ne peuvent le faire que d'un commun accord ou simultanément. Aussi longtemps que cela n'a pas lieu, chacun représente pour l'autre un danger incontrôlé. Dans chaque camp, le peuple et les dirigeants peuvent bien croire dans cette situation qu'ils sont des acteurs rationnels et libres de faire ce qu'ils veulent. En fait, c'est la situation même de double lien, l'interdépendance indissoluble dans la menace et dans la peur qui en dernière instance dicte les décisions et les actions de l'un et de l'autre. Elias, 1993, page 130. Norbert Elias a su tirer parti de la place faite aux émotions dans les œuvres d'Émile Durkheim et de Max Weber. Tandis que Durkheim insistait sur la fonction de régulation qui est de rendre possible, voire même désirable, la vie sociale par le contrôle des émotions dans le procès de socialisation, Weber nous montrait ce que certaines conduites ascétiques protestantes doivent à l'appréhension des incertitudes quant au devenir de leur salut dans l'au-delà.
L'apport majeur d'Elias réside toutefois dans le fait de montrer que le rapport à la culture est lui-même éminemment culturel. Un Français et un Allemand n'en auront pas la même acception, et cette découverte semble bien avoir donné des pistes pertinentes de recherche. Les travaux de Philippe Diribarne suggèrent dans cette perspective de rendre compte de l'impact des cultures nationales ou localisées dans les différents continents sur les attitudes et pratiques professionnelles. Depuis plus d'une vingtaine d'années, il évoque la façon dont ces dernières sont travaillées par des craintes partagées par les membres des diverses communautés. Il décrit également la manière dont les espaces de travail font culturellement et historiquement l'objet de peurs et de démons qui leur sont spécifiques. Diribarne observe à ce sujet que la culture est ce qui fonde, dans la durée, chacune des grandes manières de vivre ensemble que l'on observe sur la planète. Une scène de référence où s'oppose un péril majeur et des voies de salut permettant d'y échapper, des chaînes de signification qui donnent sens aux situations de la vie quotidienne en les donnant à voir dans la perspective ouverte par cette scène. Diribarne 2008, page 158. Dans le cas de la France, il mentionne la présence d'une logique de l'honneur qui s'ancrerait dans des valeurs et référents aristocratiques. Diribarne 1989. Pour ne prendre qu'un exemple, il n'est pas anodin de désigner des conducteurs de train comme des barons ou des seigneurs du rail. Ce qui induit un rapport particulier au travail, donnant le primat au métier et aux conceptions dont il peut faire l'objet. Une politique de gestion ne peut ignorer ces spécificités culturelles et professionnelles françaises, sous peine de se heurter à des résistances. Certains échecs, qui ont ainsi été analysés à partir d'une difficulté à s'entendre sur certaines procédures ou priorités, résulteraient d'une profonde méconnaissance des enjeux liés à l'interculturalité. Diribarne 1998. En France, la crainte la mieux partagée serait d'un côté, de déroger à la conception que l'individu peut se faire de son métier et de l'autre, de ne plus être en mesure de tenir son poste. La compréhension d'une souffrance, prégnante de nos jours dans divers secteurs du monde du travail, passerait par la prise en compte de ces variables. Alain Ehrenberg souligne, à ce propos, que l'accomplissement de ces devoirs dépend du statut que l'on a parce que c'est la qualification ou le métier qui caractérise l'identité professionnelle. On consent à la hiérarchie à condition que l'honneur soit sauf. Ce sont là des principes sur lesquels il ne faut pas céder au risque de déchoir, d'accomplir un travail plus vil que celui auquel son état correspond, mais aussi d'apparaître servile. Ehrenberg 2012, page 328. Un tournant s'opère néanmoins, dans les pays anglo-saxons, à partir de la fin des années 1970 et des analyses d'Arlie Hochschild. La sociologue Patricia Paperman résume les apports d'Hochschild et cette mutation du regard en ces termes. L'inadéquation entre situation, cadre officiel et sentiment produit une rupture de la cohérence et de l'évidence des conventions, faisant peser sur l'acteur l'obligation de se mettre au travail pour ajuster ses sentiments à la situation. Mais l'auteur ne présuppose pas pour autant que les règles de sentiment sont fixées et liées à la situation. Au contraire, Hochschild insiste sur la multiplicité des cadrages possibles d'une situation, la nature idéologique de ce cadrage et la transformation des sentiments qui en résultent. Paperman 2013, page 29. Il importe dès lors, avant même de rendre compte de recherches ciblant la manière dont sont exprimées et surtout, gérer les manifestations émotionnelles, de tenter de saisir aussi ce qui peut les susciter. Il importe en fait, de comprendre les raisons de ce nouveau rapport réflexif et sensible aux émotions et sentiments. B. Essai d'analyse des facteurs explicatifs de manifestation et expression émotionnelle. La sociologie clinique a pu de son côté, également rendre compte de ce qui se jouait émotionnellement dans l'entreprise à partir de cette même période de la fin des années 1970. Vincent de Goljac et ses collaborateurs ont alors analysé un phénomène de discrimination touchant les anciens salariés d'une grande entreprise. Ils signalent à ce propos et de façon prémonitoire l'émergence d'une peur éprouvée par les salariés concernant leur avancée en âge. La contrepartie de la tension permanente que provoque la nécessité de réussir, c'est la crainte du moment où il ne sera plus possible de la supporter, du jour où il faudra limiter son ambition, où il deviendra difficile de rester en course. C'est l'angoisse des 45 ans. Pagès, Bonetti, de Goljac et Descendre, 1998, page 180. Cette problématique est aujourd'hui connue et largement médiatisée, certains journalistes mentionnant le phénomène de seniorisation,
ou encore le syndrome de quinquadence, Vincenot 2006 page 16. Dans un ouvrage plus récent, de Gaulle-Jacques relate une multiplication de réactions violentes émanant légitimement de salariés en colère. Des décisions sont prises pour des raisons financières par des hommes que les salariés ne connaissent même pas, qu'ils n'ont jamais rencontrés, alors que ces décisions ont des conséquences dramatiques, perte d'emploi, perte de revenus, régions socialement sinistrées, destruction massive des liens et des identités professionnelles. Le mépris est à son comble lorsque, pour respecter la loi, l'employeur propose des emplois de remplacement au Brésil, en Tunisie ou en Asie, pour des rémunérations dérisoires. Les sentiments d'impuissance, de rage et d'accablement se mêlent. Et s'ils ne peuvent s'exprimer dans une colère collective, ils se manifestent dans des passages à l'acte individuel, de Gaulle-Jacques 2011 page 50. Nous percevons ici combien l'irruption d'une telle émotion pourrait s'inscrire dans la dialectique de la déliance et de la reliance à partir du moment où elle débouche sur des dynamiques de mobilisation collective. La capacité à faire front devient un enjeu puisque c'est collectivement qu'on exige une reconnaissance singularisante. Ricoeur 2004 page 333. Cependant, ce sentiment de rage, pouvant occasionner émotionnellement des irruptions de moments et de mouvements colériques, résulte aussi de la non-maîtrise de codes culturels et d'un manque de réflexivité. De Gaulle-Jacques a pu ainsi observer le cas de problématiques plus individuelles pouvant parfois conduire à un licenciement, de Gaulle-Jacques 2006, et les émotions sont de fait au centre de ces analyses dans la mesure où elles sont, selon ces termes, les horloges de la subjectivité, car elles donnent des indications précieuses sur la façon dont les phénomènes sociaux sont vécus, ressentis, éprouvés. De Gaulle-Jacques 2009 page 204. D'autres recherches, proches du courant de la sociologie clinique, font ainsi état d'un climat de peur et de déliance particulièrement prégnant dans certaines organisations, Herreros, 2012. L'injustice, le mépris et le manque de reconnaissance me semblent être au cœur de cette problématique. Sur la question des injustices qui rejoint celle du manque de reconnaissance et du mépris, François Dubet a relevé 3 principes pouvant être rattachés à différentes sphères de l'expérience et attestant une capacité des acteurs à clairement les exprimer. Si nous ne sommes pas toujours capables de dire ce qui est juste, il faut souligner que tous les acteurs interrogés sont en mesure de justifier les injustices, de dire pourquoi les injustices sont injustes, et pas seulement parce qu'elles les font souffrir. Dubet 2007 page 26. Les 3 registres que je pense pouvoir résumer sont les suivants. Le principe d'égalité qui renvoie à l'exigence d'être reconnu comme les autres pour ce que je suis, et qui concerne notamment le refus d'être discriminé. Le principe d'être gratifié et par là même, reconnu à la hauteur de son mérite, de ses investissements et de ses résultats. Le principe d'autonomie, participant de mes capacités à être créatif et à signifier ma singularité. Ces 3 demandes obéiraient respectivement, selon Dubet, aux 3 logiques constitutives d'une expérience que sont le sentiment d'être intégré dans son environnement, la capacité à s'inscrire dans des jeux de positionnement stratégique et enfin, la manière de se construire ou de se produire en tant que sujet. Mais cela suffit-il à se sentir être reconnu ? Il est possible sur ce point d'insister sur le fait que la reconnaissance passe par la valeur d'autrui et sa capacité à donner en refusant des attitudes ou des logiques contraires participant du déni, du mépris. Il apparaît que les transactions sociales ont un rôle de plus en plus central dans ce processus et je rejoins Axel Honneth, lorsque celui-ci rappelle que ce qui est clairement démontré par les gestes de la reconnaissance, c'est le fait qu'un sujet a déjà opéré une restriction de sa perspective égocentrique de manière à rendre justice à la valeur de l'autre personne en tant qu'être intelligible. Honneth, 2006 page 239. L'acte de reconnaissance passe donc par du décentrement, plus précisément par l'empathie et aussi par le respect de la dignité opérant dans une réciprocité. Dubet est ici proche de cette conception quand il reconnaît que la véritable dimension de la reconnaissance se manifeste dans les atteintes aux personnes, à leur dignité, à leur propre estime, à leur confiance en elles, à ce qui fonde leur autonomie. La non-reconnaissance touche alors directement la personnalité parce que les individus sont harcelés et détruits en tant que sujets. Dubet 2006 page 201. Prendre toute la mesure d'une vraie reconnaissance passe ainsi par ce qui peut être expérimenté comme de la non-reconnaissance, avec toutes les conséquences concrètes et émotionnelles qui en découlent. Pour reprendre une notion chère à Alain Caillé,
Ne faut-il pas ici parler d'Aimance Caillé 2009 ? Honnête évoquant quant à lui, 3 registres. L'expérience de l'amour donne ainsi accès à la confiance en soi, l'expérience de la reconnaissance juridique au respect de soi et l'expérience de la solidarité, enfin à l'estime de soi. Honnête, 2010 page 208. Si le don et l'expression émotionnelle sont, pour Marcel Mauss, des attitudes à la fois volontaires et obligatoires, n'est-ce pas parce que celles-ci sont au cœur du lien social ? Répondre à ce questionnement exige de faire le détour par cette thématique, avant de me pencher sur des situations organisationnelles ou sur des environnements institutionnels élargis susceptibles de montrer ce qui favorise ce lien. 2. Les fonctions remplies par les émotions dans un procès de reliance. A. De la contribution de la reliance à la production du lien social. La problématique du lien social ou encore celle d'un lien rendu problématique a historiquement contribué à l'institutionnalisation en se déclinant notamment en termes d'intégration avec Durkheim, de communalisation-sociation, pour Weber ou Tony, de rapport social, du côté de Marx et de ses épigones ou encore d'interaction chez Simmel. Or, elle continue à interpeller fortement le sociologue du fait qu'elle pose conjointement la question du vivre ensemble et celle de la coexistence de membres appartenant à diverses communautés culturelles, Ferréol 2012. Il suffit de prendre connaissance des efforts effectués en vue de la définir pour comprendre que l'intérêt heuristique pour ce sujet est plus que jamais d'actualité. Faut-il dès lors approfondir avec le sociologue Serge Pogam le répertoire des types possibles d'intégration Pogam 2010 et questionner la teneur de sa typologie, prendre en compte les formes prises par le lien social, Bouvier 2005, ou encore privilégier certaines articulations non dénuées de pertinence comme celles proposées par Pierre-Yves Cusset autour du capital social et du réseau Cusset 2011 ? Je fais pour ma part le choix d'analyser des expérimentations réalisées dans certaines situations de travail et de rendre compte, pour reprendre des termes de Richard Sennett, de loyauté et d'engagement mutuel recherchés au sein d'institutions qui sont constamment disloquées ou plus simplement en mutation. Ces enjeux de nouvelle régulation à trouver ne peuvent pas occulter des impératifs inhérents à leur gestion nécessairement conflictuelle. Sennett signale d'ailleurs que les liens créés par le conflit interne sont très éloignés des protestations de solidarité communautaire, par quoi se distingue aujourd'hui la réaction à la dislocation économique. Sennett 2000 page 204. À l'heure du retour de la question sociale, qui renvoie forcément aux enjeux liés à la cohésion et à la solidarité, mais aussi en un temps où les organisations et les institutions semblent avoir été de plus en plus gagnées par des logiques de dérégulation, Saint-Saulieu 2003, il me paraît essentiel de démontrer que c'est par la reliance que les liens se tissent, et je m'intéresserai plus particulièrement à la texture relationnelle des fils qui se nouent et se dénouent, au niveau du microsocial, dans des secteurs professionnels spécifiques. Pour le sociologue Renaud Saint-Saulieu, la nécessité de reliance découle principalement des mutations en cours dans le monde du travail. Selon lui, les dirigeants d'entreprise seront de plus en plus confrontés à des impératifs de reconnaissance, de réflexivité et de reliance, Saint-Saulieu 2001. Sur la question de la reliance, il pense que cette dernière correspond à un nouveau défi propre au domaine de la gestion, devant résoudre un double problème. L'implication des individus dans un effort de créativité et d'initiative nécessaire à la survie de l'entreprise de marché, mais aussi l'attention des politiques d'entreprise au désir d'évolution, de reconnaissance et de sécurité des individus dans un emploi dont la nature conditionne fortement de nos jours leur identité en société. Saint-Saulieu, 1996, page 60. Il repère ainsi une série d'occasions d'expérimenter la reliance qui sont autant de médiations créatrices de rapports différents. La possibilité de se construire un parcours personnel en recourant à la formation professionnelle continue. L'obligation à devoir innover et s'adapter à des technologies nouvelles. Le fait de devoir travailler, dans une relation de confiance avec les membres de son équipe, dans des industries à risque écologique. La nécessité de s'adapter aux nouvelles règles bureaucratiques propres à différents secteurs du service public, en sollicitant ses collègues, pour répondre efficacement aux demandes d'un usager. Une autre opportunité de reliance pourrait bien découler de la nécessité de fidéliser les nouvelles générations de salariés, en attente d'autres modes de rapport à entretenir avec leur hiérarchie.
Même si cette notion managériale de génération Y reste, sur différents aspects, très discutable, il n'en reste pas moins vrai qu'un nombre important de gestionnaires s'interrogent vis-à-vis de comportements inhabituels. Norbert Alter évoque à ce sujet des attitudes parfaitement rationnelles rapportées à l'évolution de leur environnement. Dans nombre d'entreprises, au cours des 10 dernières années, on a recruté des jeunes plutôt que des seniors, par souci de réduire la masse salariale mais aussi parce qu'on faisait l'hypothèse que les jeunes seraient naturellement plus mobilisés et culturellement moins sensibles aux coutumes des anciens. Durant la même période, on a individualisé la gestion des carrières et l'évaluation des compétences pour mobiliser le personnel. Et finalement, on découvre que les jeunes ne sont pas plus mobilisés que leurs aînés, et parfois même moins, et que la stricte application de la gestion individualisée des carrières peut induire des comportements égoïstes. Alter 2009 page 208. Ces jeunes salariés sont par ailleurs en demande de sens par rapport à leur employeur mais aussi vis-à-vis des organisations syndicales, Vacalouli 2005. Tout en étant à la fois lucides et décalés vis-à-vis des demandes ou exigences classiques d'une organisation, ils pourraient être en attente de reliance. Il existe néanmoins des situations organisationnelles où la reliance opère de manière efficace et de façon obligée, produisant alors potentiellement une culture de reliance. Je pense notamment aux métiers de la relation dans les domaines du social, pris ici au sens très large, de l'éducatif ou encore du soin lorsqu'ils exposent leurs membres à la souffrance de leur public et à la nécessité de devoir aussi se protéger. De ces contraintes de vie professionnelle peuvent alors naître des projets collectivement et volontairement partagés. Ce qui peut se traduire par autant de conditions habilitantes pour expérimenter de la reliance, en gérant une dimension plus émotionnelle. B. La force des émotions dans la structuration de la reliance. C'est ainsi la confrontation à des formes concrètes et symboliques de violence, ou encore le traitement de situations douloureuses ou de chocs émotionnels, que les individus sont amenés à travailler différemment en équipe. Ils pourront de ce fait recréer du collectif. Si je m'étais auparavant attaché à saisir la charge émotionnelle contenue dans ce qu'Erving Goffman nomme une expérience de rupture de cadre, Causé 2013, il m'apparaît aujourd'hui nécessaire de rendre compte de la manière dont les émotions peuvent susciter de l'entraide dans la confiance et de la solidarité. Dans une recherche portant sur la vieillesse et le vieillissement, Christian Lalive d'Épinay nous rappelle que mourir est plus préoccupant que la mort, Lalive d'Épinay, 1991 page 262, et que la conception de la mort idéale mêle 3 sentiments, la crainte, l'altruisme et l'orgueil qui renvoient respectivement à la peur de souffrir, au désir de ne pas être un poids pour son entourage et enfin à ne pas offrir le spectacle de sa déchéance. Norbert Elias insistait, quant à lui, sur le risque de mourir dans la solitude, à l'hôpital, dans l'isolement et en pleine indifférence. Dans une unité de soins intensifs d'un hôpital moderne, les mourants reçoivent des soins qui sont le dernier cri des connaissances biophysiques spécialisées, mais c'est souvent en pleine neutralité émotionnelle. Il leur arrive de mourir dans un isolement total, Elias 2012 page 116. En fait, le sociologue exprime ici 2 sentiments d'inquiétude. Le premier est classique et renvoie au fait pour le commun des mortels de ne pas se rendre compte que nous ne pouvons pas être dissociés des autres, et le second, au processus moderne de délégation qui se conjugue à la maîtrise de ses affects et aboutit alors à une forme de déshumanisation. Étrange questionnement chez le sociologue du processus continu de civilisation. Dans le tournant opéré dans les années 1990, au sein de l'hôpital, et à travers l'analyse qui peut être faite du travail effectué dans les équipes de soins palliatifs, accompagnant les mourants, il apparaît clairement que ce procès de civilisation se poursuit mais qu'il nécessitera de prendre sérieusement en compte cet émotionnel. Les analyses effectuées par Michel Castrat sur des unités de soins palliatifs font ainsi apparaître un processus de renforcement de la cohésion de l'équipe soignante. Le sociologue souligne, à ce propos, que dans ce contexte, la coopération et le travail en équipe deviennent une prescription incontournable des pratiques professionnelles. Le collectif doit être en mesure de se coordonner afin d'assurer la cohérence, le suivi de soins, la circulation des informations autour d'un patient dont l'état évolue rapidement. Un tel dispositif, orienté autour d'un travail pluridisciplinaire, vise ainsi à répondre au mieux à la complexité et à l'imprévisibilité des problèmes inhérents à la fin de vie,
Castra 2008, page 123. Ces exigences se traduisent par une plus forte proximité entre les soignants et les émotions y tiennent une place déterminante. Pour Michel Castra et Geneviève Cresson, elles favoriseraient l'accès à des ressources cognitives et peuvent être considérées comme un moteur dans les différentes dimensions du travail de soins profanes, qu'ils soient cognitifs, relationnels, pratiques ou normatifs. Castra et Cresson 2008, page 71. Cette dynamique émotionnelle de reliance s'observe aussi en travail social comme semble l'attester la recherche effectuée par Nicolas Amadio, auprès d'équipes œuvrant dans les centres médico-sociaux. Face à des problématiques lourdes et devant y répondre en situation de déficit institutionnel, les travailleurs sociaux trouvent dans le travail en équipe l'occasion de se ressourcer tout en se préservant. Des entretiens et observations réalisés auprès des équipes de travailleurs sociaux ressort avec une acuité certaine l'idée que l'équipe constitue un appui quotidien considérable, voire nécessaire. En approfondissant cette question avec les membres de l'équipe, il apparaît que cette dernière opérait une fonction de décharge émotionnelle importante. Amadio 2008, page 137. En fait, cette analyse renvoie à des observations que j'ai pu faire sur un terrain similaire, Causé, 2014. Face à des situations d'agressivité, de violence ou encore de harcèlement sexuel ou moral, les membres d'équipe, à composante majoritairement féminine, font preuve d'une grande solidarité et de reliance. Il est en définitive intéressant de penser cette dialectique de la reliance et de la déliance dans la perspective simiélienne de la dualité, car ces deux processus, loin d'être mutuellement exclusifs dans un rapport d'opposition, interagissent dans une relation de réciprocité. Si j'ai choisi le terrain professionnel pour illustrer ma démonstration, je suis conscient du caractère réducteur de cette délimitation. La perspective pourrait aisément être transposée dans une approche plus méso- ou macro-sociologique. C'est en fait, après être revenu sur des analyses effectuées, que cette articulation entre émotion et reliance m'est apparue comme un objet pertinent de réflexion. J'étais allé enquêter à Charon, une petite ville côtière de Charente-Maritime, endeuillée et sinistrée par les inondations occasionnées, en fin février 2010, par la tempête Xynthia. À une exception près, les portes des voisins non touchés par cette catastrophe ne s'étaient pas refermées sur ceux qui cherchaient à être secourus. J'avais alors noté que c'était la figure de l'étranger qui touchait le plus émotionnellement les victimes. L'étranger pouvait être celui qui habite à 300 mètres et qu'on n'avait jamais remarqué, car on vit parfois dans le village de Charon comme on réside en ville, et c'est particulièrement vrai lorsque l'on fait partie des nouveaux arrivants. C'est aussi celui qui n'hésite pas à parcourir des centaines de kilomètres pour venir en aide au public sinistré ayant perdu parfois leurs proches, leurs biens, leurs maisons. Enfin, c'étaient également les attitudes réconfortantes de secouristes qui les avaient favorablement impressionnés car elles intégraient des postures et pratiques très professionnelles dans cette gestion de crise où l'émotionnel déborde. Causé 2014. Pour revenir à mon sujet, je me demande si son intérêt heuristique n'est pas lié à sa complexité, à une certaine opacité et aux défis qu'il soulève. Cette question en rejoint une autre qui concerne plus précisément les frontières de la sociologie et la spécificité de son objet. De nos observations, il ressort que le rôle joué par les émotions, dans la reliance illustre bien toute l'ambivalence contenue dans l'entretien d'une relation. Je suis dès lors Anthony Giddens lorsqu'il souligne que les sociétés modernes ont une histoire émotionnelle encore secrète qui n'attend que d'être dévoilée au grand jour. Giddens, 2004, page 11. Références bibliographiques. Alter Norbert 2009, Donner et prendre. La coopération en entreprise, Paris. La découverte bibliothèque du MAUSS. Amadio Nicolas, 2008. Construction sociale de la prégnance de l'équipe à travers le phénomène émotionnel, l'exemple du travail social, In Charmillo Marivonne d'ailleurs Caroline Farrugia Francis et sûrement Marie-Noël, sous la dire de Émotions et sentiments, une construction sociale. Approche théorique et rapport au terrain, Paris L'Harmattan, pp 131-144. Bouvier Pierre 2005, Le lien social Paris Gallimard. Bol de Balmaréel, sous la dire de 1996, Voyage au cœur des sciences humaines. De la reliance. Tome 1. Reliance et théorie, Paris L'Harmattan. Cahiers Alain 2009. Théorie anti-utilitariste de l'action.
Fragment d'une sociologie générale, Paris, la découverte bibliothèque du MAUSS. Castra-Michel 2008. L'usage de l'analyse psychologique comme support à la gestion de la mort en unité de soins palliatifs. Inbuscato Marie, Loriol Marc et Weller Jean-Marc, sous la dire de « Au-delà du stress au travail ». Une sociologie des agents publics au contact des usagers, Ramonville-Saint-Agne, RS, pp 119 à 126. Castra-Michel et Cresson-Geneviève 2008. Émotions et sentiments dans le travail de soins professionnels et profanes. Fernandez-Fabrice, Lézé-Samuel et Marche-Hélène, sous la dire de « Le langage social des émotions ». Études sur les rapports au corps et à la santé, Paris, Economica, pp 52 à 75. Causé Jean-Yves 2013. Candidature à la nationalité française et violences symboliques, Ferréol Gilles et BERRETIMA Abdel Halim, sous la dire de Polarisation et enjeux des mouvements migratoires entre les deux rives de la Méditerranée, Bruxelles, Intercommunication, pp 107 à 119. Causé Jean-Yves 2014 a. Du risque non géré à l'associationnisme, Ferréol Gilles, sous la dire de Risque et vulnérabilité, Bruxelles, Intercommunication, pp 53 à 62. Causé Jean-Yves 2014 b. Les formes d'apprentissage des savoirs professionnels, une évolution programmée, Ferréol Gilles, autour du travail social, Bruxelles, Intercommunication, apparaître. Cuin Charles-Henri, 2001. Émotion et rationalité dans la sociologie classique, les cas de Weber et Durkheim. Revue européenne des sciences sociales numéro 120, deuxième semestre, pp 77 à 110. QC Pierre-Yves 2011, Le lien social, Paris Armand Collin, première édition 2007. Dubar Claude 2006, Faire de la sociologie. Un parcours d'enquête, Paris Belin. Dubé François 2006, Injustice. L'expérience des inégalités au travail, Paris Seuil. Dubé François, 2007. La reconnaissance, les modalités de lutte pour son obtention et les façons dont ces formes peuvent entrer en concurrence, Incaillé Alain, sous la dire de La quête de reconnaissance, nouveau phénomène social total, Paris, la découverte bibliothèque du MAUSS. Dubé François 2009, Le travail des sociétés, Paris Seuil. Elias Norbert, 1973, La civilisation des mœurs, Trad FR, Paris Kalman-Lévy, première édition en allemand 1969. Elias Norbert, 1975, La dynamique de l'Occident, Trad FR, Paris Kalman-Lévy, première édition en allemand 1969. Elias Norbert, 1985, La société de cours, Trad FR, Paris Flammarion, première édition en allemand 1969. Elias Norbert, 1991, La société des individus, Trad FR, Paris Fayard, première édition en allemand 1987. Elias Norbert, 1993, Engagement et distanciation, Trad FR, Paris Fayard, première édition en allemand 1983. Elias Norbert, 2012, La solitude des mourants, Trad FR, Paris Christian Bourgois édition, première édition en allemand 1982. Ehrenberg Alain 2012, La société du malaise, Paris Odile Jacob. Ferréol Gilles 2012, Politique d'intégration et altérité, Causé Jean-Yves Raphaël Freddy et CASSILDE Stéphanie, Ferlien. Hommage à Juan Mata Strasbourg, Néothèque, pp 27 à 43. Foucault-Jean 2003, Sociologie de la souffrance, Bruxelles de Bock. Gaulle-Jacques Vincent de 2006, Histoire de vie. Héritage familial et trajectoire sociale, Molena Xavier, sous la dire de L'individu contemporain. Regard sociologique, Paris, ESH, pp 87 à 94. Gaulle-Jacques Vincent de 2009, Qui ai-je ? Paris Seuil. Gaulle-Jacques Vincent de 2011, Travail, les raisons de la colère, Paris Seuil. Giddens Anthony, 2004, La transformation de l'intimité. Sexualité, amour et érotisme dans les sociétés modernes, Trad FR, Paris, Hachette, première édition en anglais 1992. Goldman Daniel, 1997, L'intelligence émotionnelle. Accepter ses émotions pour développer une intelligence nouvelle, Paris, Robert Laffont, première édition en anglais 1995. Herreros Gilles 2012, La violence ordinaire dans les organisations. Plaidoyer pour des organisations réflexives, Toulouse, RS. HIRSCHHORN Monique, 1996,
La Reliance, l'aventure d'une création conceptuelle, Inbol de Balmarcel, sous la dire de Voyage au cœur des sciences humaines. De la Reliance. Tome 1. Reliance, Opsite pp 111 à 118. Honnête Axel 2006, La Société du mépris. Vers une nouvelle théorie critique, Trad FR Paris, La Découverte, première édition en allemand 2002. Honnête Axel 2010, La lutte pour la reconnaissance, Trad FR, Paris, La Découverte, première édition en allemand 2004. Iribarne Philippe D', 1989, La logique de l'honneur. Gestion des entreprises et traditions nationales, Paris Seuil. Iribarne Philippe D', 1998, Culture et mondialisation. Géré par-delà des frontières, Paris Seuil. Iribarne Philippe D', 2008, Penser la diversité du monde, Paris Seuil. Javot Claude, 1997, Leçons de sociologie, Paris, Armand Collin, première édition 1988. La Livre d'Épinay Christian, 1991, Vieillir ou la vie à inventer, Paris, L'Harmattan 1991. Le Grand Jean-Louis 1996, Reliance et sociologie des communautés, les socialisations alternatives, Inbol de Balmarcel, sous la dire de Voyage au cœur des sciences humaines. De la Reliance. Tome 2. Reliance et pratique, Paris L'Harmattan pp 133-146. Maffezoli Michel, 1996, Reliance, images et émotions, Inbol de Balmarcel, sous la dire de Voyage au cœur des sciences humaines. De la Reliance. Tome 2. Reliance, Opsite, Paris L'Harmattan pp 99 à 105. Maffezoli Michel, 2011, Préface in filio Philippe sous la dire de L'éducation au risque du spirituel, Paris, Desclés de Brouwer, pp 9 à 13. Maffezoli Michel, 2012, Homo eroticus. Des communions émotionnelles, Paris, CNRS édition. Montandon Cléopâtre 1992, La sociologie des émotions. Un champ nouveau pour la sociologie de l'éducation. Revue française de pédagogie numéro 101, 3e trimestre, pp 105 à 122. Morin Edgar, 1996, Vers une théorie de la reliance généralisée, Inbol de Balmarcel, sous la dire de Voyage au cœur des sciences humaines. De la Reliance. Tome 1. Reliance, Opsite pp 315 à 326. Pagès Max Bonetti Michel, Gauljac Vincent de Descendre Daniel, 1998, L'emprise de l'organisation, Paris, Desclés de Brouwer, première édition 1979. PAPERMAN Patricia 2013, Care et Sentiments, Paris, PUF. Pogam Serge 2010, Le lien social, Paris, PUF, première édition 2008. Ricoeur Paul 2004, Parcours de la reconnaissance, Paris, Stock. Saint-Saulieu Renaud 1996, La reliance par le travail, un fait de société, Inbol de Balmarcel, sous la dire de Voyage au cœur des sciences humaines. De la Reliance. Tome 2. Reliance, Opsite pp 55 à 66. Saint-Saulieu Renaud 2001, Des sociétés en mouvement. Le défi des institutions intermédiaires, Paris, Desclés de Brouwer. Saint-Saulieu Renaud 2003, Entreprise et démocratie dans l'économie mondialisée, In de Tersac Gilbert sous la dire de La théorie de la régulation sociale de Jean-Daniel Reynaud. Débat et prolongement, Paris, La Découverte, pp 359 à 366. Sénète Richard 2000, Le travail sans qualité. Les conséquences humaines de la flexibilité, Paris, Albin Michel, première édition en anglais, 1998. Touraine Alain, 1994, Qu'est-ce que la démocratie, Paris, Fayard. VAKALOULIS Michel, 2005, Jeunes en entreprise publique, Paris, La dispute. Vincenot Alain 2006, Quinca. Les parias de l'emploi, Paris, Belfond. Viviorca Michel 2008, 9 leçons de sociologie, Paris, Robert Laffont. Chapitre 3, Du bon usage des passions selon Descartes. Bernard Jolibert. La tradition scolaire a coutume de présenter Descartes comme le défenseur de la toute-puissance de la raison mathématicienne par laquelle l'homme doit se faire maître et possesseur de la nature, dans tous les domaines de l'existence, y compris celui des sentiments, des émotions ou des passions qui sont la marque manifeste de la dépendance que nous entretenons avec notre propre corps. Cette exigence de souveraineté vaudrait autant dans le domaine théorique
que dans le domaine pratique. Dans tous les cas, les passions, du latin patior subir, devraient être domptées afin de nous préserver des égarements de l'affectivité. Elles sont le signe de notre dépendance, voire de notre servitude. L'âme doit commander et le corps obéir, non l'inverse. Du point de vue du savoir et de la vérité, la suprématie active du sujet pensant, mise au centre du système, garantirait seule la certitude objective. L'évidence intellectuelle serait la base de toute connaissance verace. Rien ne doit venir troubler son déploiement rationnel, surtout pas les affects provenant du corps. Du point de vue moral, contre le naturalisme renaissant, Descartes s'affirmerait comme le tenant du volontarisme. S'il reconnaît que l'âme n'est pas entièrement logée dans le corps comme un pilote en son navire, Méditation 6e, page 326, il reste que celui qui désire exercer sa liberté dans le sens du raisonnable et du vrai doit commencer par raidir sa volonté afin de mieux s'opposer aux égarements passionnels qui ont avant tout des causes physiques. Le corps-machine, n'est-il pas conçu comme un ensemble mécanique de tuyaux, de rouages, de cordons et de fils nerveux, dans lesquels circulent des fluides plus ou moins subtils, que la volonté doit pouvoir diriger suivant des choix rationnels ? Les émotions, les sentiments, disons les affects en général, rangés sous le nom de passion, sont pour l'essentiel le résultat de l'action du corps sur les pensées. Contre cette passivité par sa seule volonté et l'action intermédiaire de la célèbre glande pinéale, épiphyse, point de rencontre du corps et de l'âme, cette dernière devrait pouvoir s'en rendre absolument maîtresse. Sartre voit dans le cartésianisme l'affirmation d'une opposition radicale entre une volonté jalouse de sa liberté et les passions qui exercent sur elle une force déterminante irrationnelle. Une tendance assez commune vise à assimiler les actes libres aux actes volontaires et à réserver l'explication déterministe au monde des passions. C'est en somme le point de vue de Descartes. La volonté cartésienne est libre, mais il y a les passions de l'âme. Sartre 1943, page 517. On en vient alors à penser que la sagesse orgueilleuse de Descartes consisterait à mener une guerre d'usure contre les passions. Il s'agirait de leur résister et à les vaincre dans un choc frontal entre l'âme et le corps, la volonté active et la mécanique physiologique passive, afin de faire prévaloir les pensées purement rationnelles qui sont propres à l'âme. N'écrit-il pas à la princesse Élisabeth ? La différence qui est entre les plus grandes âmes et celles qui sont basses et vulgaires consiste principalement en ce que les âmes vulgaires se laissent aller à leurs passions, et ne sont heureuses ou malheureuses que selon que les choses qui leur surviennent sont agréables ou déplaisantes. 18 mai 1645, page 1183. Les passions ne seraient alors que les signes négatifs de notre passivité et de notre faiblesse d'âme soumise au corps tout-puissant. Cette représentation des passions comme le lieu d'un conflit moral entre l'âme et le corps, la volonté et la soumission, la liberté et la dépendance, ainsi que la conscience de leur danger et de la faiblesse des moyens dont nous disposons afin d'en contrôler les effets n'est pas entièrement fausse. Peut-être même a-t-elle correspondu à un moment stoïcien de la pensée de Descartes. Mais le constat progressif de la puissance des passions a eu vite fait de bouleverser le bel édifice volontariste. Si, par leur force propre, les passions peuvent nous perturber dans nos comportements comme dans nos pensées, en infléchir le sens en nous donnant à croire le faux pour le vrai, l'illusion pour la réalité, comment se fier à nos représentations les plus évidentes ? Comment être certain de ce que nous pensons être vrai ? Rien ne semble en effet plus proche de l'évidence verace que la fausse évidence dictée par la passion. De plus, il n'est pas si aisé de cerner précisément les passions. C'est en effet le même mouvement qui est dit action quand on considère le moteur, et passion quant au mobile. Lettre à Hypérapis, août 1641. On parle ainsi d'action dans le cas la volonté, et de passion dans celui de la perception. Ce qui est passion du point de vue de l'âme semble être une action du point de vue du corps. Par suite, ce qui est action de l'âme est passion du corps. Comment comprendre cette interaction ? L'urgence consiste donc à analyser les mécanismes passionnels. Tenter de comprendre les passions, c'est alors tenter de saisir la source d'une de nos principales faiblesses, mais aussi d'évaluer le pouvoir que nous sommes capables de prendre et d'exercer sur nous-mêmes. Autrement dit, c'est appréhender comment la liberté devient concrètement possible à l'échelle humaine. Sommes-nous capables d'indépendance dans nos choix et nos décisions volontaires par rapport à nos états physiques ? Le corps nous détermine-t-il au contraire à agir sans que nous en prenions conscience dans des directions mécaniquement définies ?
Tout semble se passer en nous, comme si la liberté ne pouvait progresser qu'en faisant reculer les passions. Inversement, plus nous sommes esclaves de nos passions et plus nous perdons notre libre arbitre. On devine d'emblée que la question n'est pas seulement physiologique. Elle entraîne des conséquences morales importantes, puisque ce n'est rien moins que la liberté qui est en jeu dans sa dimension purement humaine. Encore faut-il commencer par examiner de près comment s'opère l'action de l'âme sur le corps, et du corps sur l'âme. Dans son traité des passions de l'âme, Descartes nous dit d'emblée qu'il souhaite traiter des passions en observateur. Or, avant d'être des idées ou des pensées réfléchies, les passions apparaissent comme des phénomènes physiologiques dont l'observation stricte et l'analyse objective sont susceptibles de rendre compte. Il ne s'agit donc pas ici de liberté métaphysique. Rappelons que Dieu est absent du traité des passions de l'âme, mais de liberté de l'homme dans ses décisions intellectuelles ou morales par rapport aux mécanismes physiques qui lui permettent de se maintenir en vie et relèvent du corps. L'homme est une machine composée d'une âme et d'un corps, destinée à fonctionner comme un ensemble. Or, tout se passe en lui comme si chacune de ses parties cherchait à dominer l'autre, comme si le corps exerçait sur l'âme une force à laquelle elle opposerait sa propre force de résistance, et inversement. D'où la question: quels mécanismes permettent de comprendre l'interaction simultanée des deux éléments qui la composent? Comment Descartes en est-il venu à se poser ce problème du mécanisme interne des passions? La source de la réflexion cartésienne est indissolublement théorique et pratique. 1. La genèse d'un trait accent aigu original. Le traité des passions de l'âme, dernière œuvre de Descartes, 1649, est souvent considéré comme un simple ouvrage de physiologie ou de psychologie. À juste titre sans doute, puisque sa première partie, il en comporte 3, développe dans le détail la théorie physiologique cartésienne en termes mécaniques, théorie que le traité de l'homme avait laissée en suspens. L'objet dont il débat a trait aux sentiments, aux émotions, c'est-à-dire à ce que Descartes regroupe sous le nom générique de passion et que nous désignerions aujourd'hui sous le terme général d'affectivité. Mais n'est-il que cela? Un traité de plus dans la lignée du De Anima d'Aristote ou du De Anima et Vita de Jean-Louis Vivet, ouvrage que Descartes connaissait bien et auquel il ne manque pas de faire référence tout au long de sa propre analyse? La psychophysiologie a fait de considérables progrès depuis le XVIIe siècle, et les théories médicales de Descartes concernant une glande pinéale, qui bascule pour entraîner les fluides corporels plus ou moins finement raréfiés, ainsi que les esprits animaux qui sont l'équivalent de la matière subtile des physiciens anciens, prêtent désormais à sourire. Comme on sourira sans doute dans 3 siècles de nos connexions neuronales, de nos synapses interconnectées et de nos impulsions électriques qui tentent de figurer la manière dont se transmettent les informations dans le cerveau et font que le pur corporel se transforme en passionnel, en représentation mentale. Comme le voit bien Alain, l'intérêt que présente Descartes aujourd'hui ne réside pas dans sa physiologie, mais dans son approche générale des phénomènes affectifs. Descartes a écrit le plus beau de ses ouvrages et trop peu lu, c'est le traité des passions, justement pour expliquer comment notre machine, par sa forme et par le pli de l'habitude, arrive aisément à jouer la pensée. Alain, 1956, page 167. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.